bienvenue pour le deuxième talk. Je suis très content de pouvoir présenter ma vision et mes conclusions en travaillant avec les patients. Donc en principe, tout ce que je vous raconte, toutes les évidences que je vous présente, que ce soit sous forme scientifique ou juste comme ça, c'est un peu les choses que j'ai appris en travaillant avec des patients. D'abord beaucoup avec des patients addicts. Et en travaillant avec ces patients, j'ai réalisé qu'ils sont tous traumatisés. Je me suis intéressé à la psychotraumatologie, j'ai fait une formation de EMDR. Et après, j'ai vu que encore mieux serait peut-être l'accompagnement avec les substances psychédéliques, ce que je fais depuis quelques années. Mais pour moi, c'est vraiment important de dire la connaissance, ça vient des gens, ça vient de nous-mêmes, ça émerge. Il s'agit de la conceptualiser, et de la communiquer et de la vérifier, bien sûr, aussi. Et pour moi, je pense qu'il y a une approche qui essaie vraiment de faire ça de manière plus juste, ce qu'on appelle la Bewusstseinskultur. C'est la culture de la conscience. Et je trouve que c'est un domaine super important quand il s'agit d'intégrer l'expérience psychédélique en dehors de tout dogmatisme. Il s'agit de ça. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter aujourd'hui dans cette présentation. J'ai un petit conflit d'intérêts. J'organise une formation dans le domaine. Mais c'est ça, au final, de quoi j'aimerais parler aujourd'hui. On est ici aujourd'hui sur invitation organisée par Eloisis. Je suis très reconnaissant que je peux faire ça avec Marion et son équipe. Merci à toute l'équipe. Et comme vous le savez probablement, Eloisis, ça a été une cérémonie dans l'ancienne Grèce antique, près d'Athènes, où pendant presque 2000 ans, la société grecque s'est réunie pour un rituel pendant quelques jours, une fois par année, et que c'était ouvert à toute la population. Il y avait des restrictions, il fallait une préparation, c'était hiérarchisé, donc il y avait des gens qui ont mené ces cérémonies, souvent des femmes, et qu'il y a des choses qui sont passées dont on ne sait jusqu'à aujourd'hui pas trop qu'est-ce que cela a été. Maintenant, il y a de plus en plus d'évidences qui émergent, notamment avec le livre de Brian Murarescu, peut-être que certains de vous vont connaître, Immortality, qui suggère que là, Eloisis peut être à la base de cette expérience qui est décrite comme époustouflante. Peut-être, ça a été la consommation collective d'un breuvage avec, à la base de l'aigle de seigle qui poussait sur ces champs, et que peut-être c'est ça l'idée, c'était ça à la base l'expérience d'Eloisis dans l'Antiquité. On ne le sait pas encore, c'est pas encore. C'est beaucoup de recherches qui se font, mais il y a de plus en plus d'indices qui vont dans ce sens. Et donc, dans ce sens, je trouve aussi important, significatif que cette association fondée en Suisse romande il y a 5 ans à peu près, elle a choisi ce nom aussi parce que ça met un peu peut-être une direction de route où peut-être un jour on arrivera aussi à accompagner, à formater, à cultiver notre conscience de tout le monde d'une certaine manière. La question, est-ce qu'on aura besoin des psychédéliques pour ça? Ça, c'est bien sûr très politique, mais peut-être il y a aussi d'autres manières d'instruire et de cultiver, comme j'ai dit ici, de quelle manière vivons-nous notre expérience intellectuelle, corporelle, émotionnelle et spirituelle. De se poser la question en tant que société, communauté, comment souhaitons-nous cultiver dans la vie de tous les jours notre conscience? Par quels moyens? Et certains disent, oui, ce serait bien fait avec les psychédéliques. Moi, je dis, c'est peut-être pas nécessaire. Il y a d'autres moyens aussi. C'est ce dont je vais vous parler. Donc ça, c'est un peu pour moi le timeline de l'évolution sociétale, spirituelle et religieuse de ce que je vois. Vous allez pour moi être tous d'accord qu'au début, où chacun, l'être humain, on a d'abord des pratiques religieuses ou spirituelles individuelles, chacun un peu à sa manière. Et c'était certainement aussi nos ancêtres ont pratiqué certaines choses qu'on en a la peine à s'imaginer. Après, il y avait les religions animistes, en connexion avec la nature, les animaux. Après, il y a émergence, à peu près il y a 12 000 ans, c'est un peu ce qui se passait dans la révolution néolithique, le livre de la Genèse, que tout d'un coup, il y a Dieu qui apparaît, je suis Dieu, vous êtes les fidèles, et que c'est une religion qui s'établit, les grandes religions monothéistes qui sont là encore aujourd'hui. Et par la suite,
Ah oui, par rapport à ces pratiques avant les grandes religions monothéistes, il y a l'hypothèse, ça c'est le livre de Stefan Schillinger qu'on va écouter cet après-midi, qui prétend que dans toute cette pratique religieuse avant les grandes religions monothéistes, lui postule, Stéphane, qui avait l'expérience psychédélique faisait partie non dissociable de ces pratiques-là. Donc la spiritualité pour nos ancêtres était liée à l'expérience psychédélique, selon ces auteurs-là. Après, il s'est passé quelque chose qui est venu avec la révolution néolithique, avec les religions non monothéistes, que moi j'ose appeler, c'est l'ère des vampires. Parce qu'on a remplacé peut-être les psychédéliques par d'autres substances. Stéphane le décrit aussi dans son livre. Et moi, je dirais la première substance qu'on a mis, c'est le sang. C'est le sacrifice des animaux, le sacrifice des êtres humains, le viol des femmes dans les guerres et dans les viols. C'est très répandu dans notre culture et on dit que c'est une normalité. Toute notre culture est basée là-dessus. Après, la consommation de la viande, du sucre, alcool, drogue, médicaments, pour gérer un peu le monde culturel qu'on a créé depuis 12 000 ans. Maintenant, c'est la question, qu'est-ce qui se passe actuellement? Maintenant, tout d'un coup, les psychédéliques réémergent. Mais c'est la question, de quelle renaissance est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on en parle de la renaissance des années 50-60 du dernier siècle, Albert Hoffman? Ou est-ce qu'on parle peut-être d'une renaissance qui est liée à ça? Beaucoup de questions qui se posent en ce moment. Quelle est la renaissance qu'on vit avec les substances psychédéliques? Et surtout la question vers quoi est-ce que ça va nous amener? Est-ce que ça va amener à la fin de ce règne vampirique? Ou qu'est-ce qui sera après? Ou alors est-ce que les psychédéliques vont être intégrés dans la logique et dans le paradigme vampirique qui, comme nous le savons, est en train de détruire la planète en ce moment? Donc, quelle est la révolution ou la religion psychédélique qui nous attend et dans laquelle nous sommes tous acteurs aussi, en étant ici, en s'intéressant à ces choses-là? Et dans tout ça, la chose que j'aimerais vous présenter dans ce questionnement, c'est ce qu'on appelle, qu'on va faire un rappel sur le siècle des Lumières, Aufklärung. Les Lumières, c'est une époque en Europe et un peu partout dans le monde, au 18e siècle principalement, où c'était un peu la mise en avant de la raison, de la compréhension, d'abandonner les dogmes et d'essayer d'établir un nouvel ordre humain. Ça, c'était la Aufklärung. Et c'est de ça que je vais vous parler parce que c'est toujours un sujet d'actualité encore plus important aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mais d'abord, encore un petit retour, ce qui a déjà été dit par Michael, sur ce constat-là qu'il a dit, il y a beaucoup d'études maintenant qui disent ça, que la corrélation entre l'expérience psychédélique mystique et les bons résultats dans les outcomes cliniques qu'on veut obtenir, une dépression qui diminue, est corrélée à l'intensité de l'expérience mystique pendant les séances avec ces substances. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous dit sans ça, ça ne marchera pas. C'est important que la personne, dans un processus de transformation, de guérison, elle passe par une expérience mystique profonde. Et ça, c'est un défi majeur pour la science et pour la psychiatrie, parce qu'en psychiatrie, on a vraiment une culture où on met ça de côté de manière systématique en disant que ça fait partie, comme tu l'as évoqué, c'est presque la pathologie même. Quand les gens ont des croyances, des convictions mystiques, spirituelles, on a un mépris, une méfiance énorme en psychiatrie, en sciences vis-à-vis de ça. Et maintenant, quand on s'adresse aux psychédéliques, ça se met au premier rang et nous ne savons pas quoi faire avec ça en tant que chercheurs. Mais heureusement, il y a aussi des gens qui osent mettre ça en question parce qu'on dit, au final, la science ne pourra pas expliquer tout et ne soyons pas naïfs de croire que la science pourra vraiment nous expliquer qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que le psychisme, quelle est la conscience. Les scientifiques même reconnaissent ça, on appelle ça the explanatory gap. C'est connu, c'est admis en neurosciences qu'on ne sait pas de quelle manière, avec la sérotonine, adrénaline, dopamine, les synapses et tout ça, comment est créée la conscience
dans la tête ou où, on ne sait pas. On ne le sait pas malgré toutes les études qu'on fait. Et on a beaucoup d'évidence pour expliquer une telle et telle chose, ça c'est lié, mais globalement, la science doit admettre qu'on ne sait pas. Et donc on va vraiment être très sceptique dans la science par rapport à tous ces modèles qu'on essaie de construire, mettre en avant pour tout expliquer et pour en déduire aussi en quelque sorte une légitimité d'agir d'une certaine manière. Donc rester très attentif et critique par rapport à die Deutungsmacht der Hirnforschung, c'est la souveraineté de l'interprétation de tout ce savoir. Et ça, c'est un auteur qui est lui-même neuroscientifique, qui a écrit un magnifique livre là-dessus, Felix Hassler. Et il y a un autre phénomène qu'on doit souligner, c'est cette volonté maintenant d'intégrer les psychédéliques dans la pratique médicale, psychiatrique courante, en disant qu'il y a cette histoire de l'expérience mystique, c'est un peu, on a de la peine à savoir ce qui se passe et de quelle manière le conceptualiser. Et il y a des choses avec les patients qui se passent que moi je ne comprends pas et je ne sais pas quoi en faire, et que le patient crie, il tape, il pleure, il vomit, c'est quand même désagréable, éprouvant. Essayons donc de trouver des substances psychédéliques qui ne sont pas des substances induisant un état psychédélique. Donc c'est juste des substances qui sont très similaires, comme ça ici l'ibogaïne, 5-MeO-DMT, et vous avez une substance ici brevetée, TBG, qui serait une substance qui induit tous les bénéfices cliniques de ces substances psychédéliques sans induire un état psychédélique profond. Donc il y a beaucoup de recherches qui est faite en ce moment pour amener des safer psychedelics, parce que les autres ne seraient pas sûrs. Et il est aussi argumenté, ça c'est un extrait de cette publication, on dit de toute manière la population n'est pas intéressée à avoir les vrais psychédéliques parce que la population ne veut pas, parce que les patients sont réticents, ils ne veulent pas les prendre, parce que c'est trop dangereux ou trop éprouvant peut-être, selon l'avis des chercheurs. Ils sont inacceptables de les prendre en raison des comorbidités, alors que ce n'est pas tellement vrai, il y a réellement peu de comorbidités comme nous le savons, mais les chercheurs mettent ça en avant. Et ça, c'est à mon avis le seul point réellement important de cette publication, parce qu'en effet, ça va coûter très cher. On ne peut pas payer des longues journées de traitement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de vraiment administrer des psychédéliques qui sont longs, intenses, coûteux, et on va plutôt chercher un comprimé qu'on prend discrètement le matin et on va au travail normalement, et le cerveau va se remettre en ordre comme il faut sans qu'on ait fait d'autres choses à faire. Ça, c'est un peu actuellement, il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus, et bien sûr, nous qui connaissons un peu comment on travaille avec ces états-là, on est très dubitatif sur est-ce que ça va vraiment améliorer quelque chose. Et encore une chose, et ça je trouve important de mentionner aussi, c'est de juste rappeler ces substances, c'est que des outils. C'est on peut dire microscope, un télescope, un catalyseur, mais une molécule est toujours une chose neutre. C'est juste, une molécule ne peut pas être gentille ou mauvais. C'est la manière dont nous l'utilisons peut le rendre un médicament utile, mais ça peut aussi le rendre un agent de maltraitance et de torture, selon l'intention que nous allons l'utiliser. Donc il y a cet article très intéressant, il y a d'autres aussi, qui décrit les dérives déjà passées dans le passé, par exemple avec la CIA et le programme MK-Ultra, la recherche des années 50-60 pour briser des êtres humains avec des substances psychédéliques. Il y a des recherches qui ont lieu. Et qu'il est à craindre que ce genre de choses, de manipulation et de destruction d'une personne profonde ait lieu en ce moment quelque part dans un laboratoire. Qui sait? Donc ce serait naïf de croire que ces substances vont seulement être employées pour apporter le bien à la population et aux patients. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant, de vraiment dire c'est pas la substance qu'il faut faire entrer dans le monde, mais c'est surtout avec quelle culture, quelle intention nous allons le faire, quel accompagnement et quels sont les messages que nous mettons avant.
Voilà. Donc j'arrive maintenant donc au sujet principal de mon exposé. C'est vraiment de regarder qu'est-ce que nous avons déjà fait dans le domaine de la culture de conscience et de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il faut renouveler, quelle est la réelle renaissance qui est souhaitable pour notre culture. Donc je viens au siècle des Lumières, auf Deutsch, was ist Aufklärung? Et un des plus grands philosophes du temps, Immanuel Kant, il a répondu à la question, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. En français, Aufklärung permet à l'homme de sortir de la Unmündigkeit. C'est difficile à traduire, hein? Ça veut dire l'incapacité de parler pour lui-même, être autonome, dont il est lui-même responsable. Hein? C'est ça le problème de l'être humain qui n'est pas autonome parce qu'il ne parle pas pour lui ou elle-même. Elle parle pour autre, elle reprend les messages de quelqu'un d'autre et c'est comme ça, sa conscience est façonnée. Et le postulat de l'Aufklärung, en quelque sorte, Saupere audere, soyez courageux, aie le courage. Aie le courage de te servir de ta propre compréhension, de ce que toi tu comprends. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut que tu écoutes. C'est ça le message principal des Lumières. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit se réactiver dans notre temps actuel, surtout quand on travaille avec les psychédéliques. Après, l'Aufklärung est en lien direct avec la phénoménologie. Hein, c'est un peu l'un est issu de l'autre. Hein, ça s'est développé vers la phénoménologie d'une certaine manière. Et dans le domaine psychédélique, on parle beaucoup de phénoménologie aussi. Bikelen, on a mentionné. Phénoménologie, c'est un peu l'évidence qualitative, comme souvent c'est nommé. C'est l'évidence de sa propre perception. Hein. Et c'est vraiment important de dire, c'est pas que du blabla. Hein, c'est vraiment une méthode scientifique aussi. Hein. Et c'est ça que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Un des grands philosophes de la phénoménologie était Edmund Husserl. Et son claim, son postulat, c'était sur la base, il faut retourner aux choses mêmes. Il faut regarder les choses elles-mêmes à leur base. Il faut pour cela enlever tout le biais, tous les dogmes, toutes les croyances que nous avons souvent de manière inconsciente qui influencent notre regard sur les choses. Essayons d'avoir une méthode scientifique de compréhension propre par rapport aux choses mêmes. C'est ça le postulat des phénoménologues. Et l'instrument principal pour accéder à la compréhension de cette chose, c'est la perception interne, c'est l'intuition. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me dit sur la chose qui m'intéresse? C'est l'intuition et rien d'autre. Et ils ont développé des méthodes pour faire ça, méthodologues, les phénoménologues. L'un, ça s'appelle Époché, et l'autre, c'est la réduction eidétique. Je vais vous le présenter dans le prochain slide. Époché, tout simple, c'est très important, ça veut dire il faut suspendre tout jugement quand vous regardez une chose. Vous essayez vraiment de mettre de côté toutes les dogmes, tous les jugements, tous les biais, toutes les craintes qui influencent votre perception. De l'autre côté, quand vous voyez quelque chose avec cette attitude-là, et vous voyez une évidence qui émerge en vous, comme je me sens bien, je me sens paniqué, je suis angoissé, je sens ci, je sens ça, ça c'est une évidence irréfutable. Ça c'est votre évidence, et c'est la seule évidence qui est plus importante que livre des livres et des articles scientifiques. Si vous avez une évidence qui émerge en vous, c'est votre évidence qui est valable. Hein. Ça, c'est l'époché. L'autre, c'est la réduction eidétique. Ça veut dire, c'est l'histoire, c'est l'image de l'oignon que nous avons. Vous prenez une chose, un problème, une dynamique qui vous préoccupe, et vous enlevez couche par couche, comme chez un oignon, les couches de l'oignon pour aller plus profond. Qu'est-ce qu'est le vrai problème? Qu'est-ce la vraie essence de ce phénomène que je suis en train de vivre, en train de regarder? Vous enlevez couche par couche et finalement vous arrivez à quelque chose au noyau, à l'essence, on appelle ça la Gestalt, profonde d'une chose, et au-delà, vous ne pouvez plus trouver une couche que vous enlevez, c'est le dernier truc.
qui vous reste, et c'est ça l'essence de la chose que vous souhaitez comprendre. De enlever les couches et d'aller toujours creuser plus profondément. Et c'est ça, à mon avis, ces deux choses-là qu'on fait typiquement, qu'on accompagne les gens dans les expériences psychothérapeutiques avec les psychédéliques. Je vais vous donner un exemple pour ces deux méthodes. Par exemple, la dépression, la tristesse à la suite de la mort d'un être cher. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et comment on peut comprendre dans un point phénoménologique cet état-là, cette dynamique-là. C'est une tentative de ma part. Peut-être vous allez trouver une autre évidence dans votre regard à vous. Donc chacun a sa propre manière d'utiliser son intuition et sa compréhension. Donc, d'abord, cet état est un état très désagréable, douloureux. Je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec cette évidence. Après, je me sens mal car, par exemple, je n'ai pas dit adieu à la personne décédée. Donc c'est une sorte de cognition, une sorte de commentaire cognitif qu'on fait sur cet état, pourquoi je me sens si mal. Je n'ai pas dit adieu à la personne. Et c'est trop tard pour le faire. Après, d'autres phrases contre cognition, pensée typique, j'aurais souhaité clarifier encore des points essentiels avec cette personne qui est partie. Ça, c'est un autre élément. Après, j'ai l'impression que la vie ne sera plus la même qu'avant, puisque cette personne est loin. C'est souvent ça aussi que les gens expriment. La vie ne sera plus la même. Et après, il y a tout un tourment et tout un chaos d'émotions qu'on peut décrire comme un vide, un manque, une solitude, une panique, une culpabilité, une perte de mes repères existentiels. Tout ça ensemble, et les gens sont profondément affectés dans un deuil profond. Tout ça, on peut observer avec cette méthode de la phénoménologie. Mais il y a aussi des émotions peut-être contradictoires qui sont très perturbantes, parce que tout d'un coup, on peut aussi réaliser je suis soulagé, je me sens bien parce que cette personne est enfin partie. Ça fait partie aussi d'un deuil normal, qui a aussi ce genre d'émotions. C'est notre facette de ce deuil. Et quand je vais un peu dans cette réduction éthique, je regarde, mais qu'est-ce qui se fait réellement, qu'est-ce que je ressens réellement en moi? J'arrive peut-être à la conclusion, sur le fond, je vis une déconnexion fondamentale vis-à-vis du monde et de moi-même. Je suis un peu en décalage entre moi-même et le monde parce que j'ai un peu l'impression que le monde, comme je me suis construit, n'existe plus parce que cette personne est partie. Et je ne sais pas comment la remplacer et de continuer. C'est un état de confusion et de déconnexion profonde. C'est ça peut-être la gestalt au fond du deuil. Peut-être. Peut-être vous avez une autre conclusion, c'est la mienne. Mais après, quand vous allez creuser plus loin, peut-être vous arrivez encore à d'autres conclusions, parce que vous comprenez la mort fait partie de la vie. Et mort et naissance font partie du cycle de vie, dont la mort est donc nécessaire, indissociable à la vie. Et quand vous arrivez, donc, vous sortez de ce focus sur la douleur et le bouleversement, vous allez plus loin et vous arrivez à l'essence aussi, oui, mais tout ça fait partie de la vie, et que sans l'un, l'autre ne serait pas possible, et qu'il y a un renouveau quelque part. Et quand vous allez en contact avec ça, peut-être ça va vous aider à moins souffrir dans le deuil profond. Donc ça, c'est une manière de creuser et chercher les évidences tout en lien, mais qui sont tous vrais, qui peuvent être quand même contradictoires, et que le but de tout ça, c'est aller vous libérer de ces dogmes, comment ça la vie devrait être, j'aurais dû lui dire au revoir, j'aurais dû faire ci ou j'aurais faire ça, c'est pas juste ce qui se passe, et d'arriver finalement à accepter la chose profonde qui, et voilà, c'est une chose qui fait partie de la vie. Ça, c'est un exemple pour cette méthodologie de la phénoménologie. Moi, je résume ça souvent avec cette image-là, qui pour moi, à mon avis, représente très bien qu'est-ce que c'est la phénoménologie. Vous avez toutes sortes d'évidences qui sont vraies, indiscutablement, et la chose profonde, la vraie chose, est la Gesamtschau, comme on dit ça, là, on regarde toutes les évidences ensemble, on ressent à quoi ça correspond, et on arrive à une conclusion, oui, c'est ça, et c'est ça. C'est ça la phénoménologie. Gesamtschau, die Wesensschau. Maintenant, pour les thérapies psychédéliques, pour moi, ça veut dire que au niveau des patients, nous avons typiquement des patients
complexes traumatisés, dépressifs chroniques, nous ont typiquement 3 problèmes principaux, à mon avis. L'un, c'est l'évitement phobique de la mémoire traumatique en lien avec le trauma, qui n'est toujours pas résolu. L'autre, c'est le déficit de contextualisation. Les patients ne sont pas arrivés dans le contexte d'aujourd'hui. Ils restent un peu dans un contexte du passé dans lequel il y a la maltraitance. Ils ne sont pas dans l'ici, dans le maintenant. Et le problème le plus grave sur le plan relationnel, les patients sont bloqués dans des attachements traumatiques dans lesquels ils vont toujours se retrouver dans des relations traumatogènes dans la vie de tous les jours, encore et encore. Et ça, à mon avis, on a de bons arguments d'utiliser les substances psychédéliques, notamment la MDMA, pour dépasser l'évitement phobique de la mémoire traumatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Les psychédéliques classiques, à mon avis, sont les substances par excellence pour induire une recontextualisation avec le contexte d'ici et de maintenant. Et finalement, bien sûr, tout ça doit être fait avec les bonnes personnes qui accompagnent ça de manière empathique et au plus juste possible. Par rapport à ce que je vous ai dit avant, pour moi, ça veut dire saper auder et le courage. Et c'est l'MDMA qui donne souvent le courage, vraiment oser regarder les choses qui sont horribles, de regarder ce qu'il est, de réaliser ce qui est là. Ça, c'est la contextualisation dans la thérapie, qui est bénéfique, mais qui est souvent aussi très difficile à faire, parce que c'est horrible ce qu'on va découvrir. Et en le faisant tout ça, choisis les bonnes personnes pour t'accompagner en le faisant. Donc ça, c'est un peu ma recommandation qui émerge aussi de cette regard phénoménologique et de cette idée de la Aufklärung, d'avoir le courage de regarder les choses comme ils sont. OK. Après, c'est juste la neurobiologie de ce qu'on appelle l'évitement phobique de la mémoire traumatique. Ça, c'est pour moi, fait partie des études les plus spectaculaires des derniers 10 ans, parce qu'on a pu montrer que chez chacun d'entre vous, quand vous êtes en train de vous souvenir d'un événement hautement douloureux dans votre vie, par exemple un décès, une rupture relationnelle, une perte, une exclusion, quelque chose de vraiment pénible, et on vous demande dans le scanner de exactement faire ça. Souvenez-vous de cette rupture avec cette personne, vous montre la photo même. On vous induit un état de détresse psychique énorme, on vous demande de vous rappeler d'un viol, d'une maltraitance. Qu'est-ce qui se passe? Ces régions-là, l'amygdale, l'hippocampe, ça s'allume. Donc l'amygdale, qui est le noyau central de l'aversion, de la peur, de la panique, il dit stop, ici tu ne regarderas pas, ça fait trop mal. Je ne te laisse pas entrer, regarder cette information-là. Chez tout le monde. Donc ça, c'est le corrélat neurobiologique de ce qu'on appelle, en psychotraumatologie, l'évitement phobique de la mémoire traumatique. Ça, c'est un processus naturel de nous protéger d'être dépassés par des mauvais souvenirs qu'on n'arrive pas à intégrer. Maintenant, quand vous donnez de la MDMA à ces personnes, ou à tout le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le contraire. Ce qui était orange avant devient bleu. Orange égale activation, bleu égale suppression. Ça devient hypoactif. Et ça correspond que l'amygdale ne s'agite pas et qu'on peut tout tranquillement, paisiblement aller regarder les choses qu'on n'oserait pas normalement regarder. Donc ça veut dire, c'est vraiment là, on a la preuve que l'MDMA nous permet d'aller regarder tranquillement, avec confiance, les choses qu'on ne peut pas normalement regarder parce que c'est trop horrible. Ça nous permet d'avoir enfin le courage. Donc je trouve c'est important de dire, on a aussi droit de faire ça chimiquement. Parce que souvent on dit à nos patients, mais vas-y, regarde, fais ton travail, regarde enfin tes traumas et tu seras guéri. Les patients l'ont déjà essayé maintes fois. Si c'était si facile, ils l'auraient déjà fait. Maintenant, on a une possibilité chimique de le faire, faisons-le. Et à mon avis, l'MDMA est super important pour la psychotraumatologie. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais je trouve quand même crucial de vous présenter ce qu'on appelle recontextualization. Il faut comprendre que notre cerveau implicite, il va capter plein d'informations sur chaque moment de manière automatique,
sans que vous avez conscience, et qu'en fonction de ces informations, vous allez vous décider comme il faut, de la meilleure manière. Et notamment dans le conditionnement classique de la peur ou de la joie, ce sont des phénomènes qui sont régulés par le contexte dans lequel quelque chose a lieu. Nous avons l'exemple classique de l'apprentissage pavlovien, où les gens reçoivent un choc électrique sur la main, pénible, douloureux, lorsqu'une lampe s'allume dans leur bureau, sur une photo de bureau. Ils reçoivent un choc et après, ils ont une peur qu'on peut mesurer sur la skin conductance, la peur dans la peau et le cœur. C'est très net, chez tout le monde, chez les animaux et chez les êtres humains. On peut mesurer ça. C'est un apprentissage implicite. On appelle ça fear learning. Après, quand vous les mettez dans un autre contexte, dans une bibliothèque, et il y a aussi une lampe, la lampe s'allume aussi, mais il n'y aura pas de choc électrique. Ils n'ont pas à recevoir une douleur sur la main, et qui vont d'abord avoir peur, on regarde, et par la suite, ils vont désapprendre la peur pour dire, mais ici, il ne se passe rien, je suis calme. Je suis dans un contexte sécure. Donc, dans une pièce, ils ont appris à avoir peur, et dans une autre pièce, ils ont désappris à avoir la peur. Quand la lampe s'allume, ils n'ont plus peur parce qu'ils ont appris, ici, je suis en sécurité. Et ça se reprend la même chose le jour après, quand on les teste à nouveau. Ils ont dormi une nuit. Quand ils vont à nouveau dans la bibliothèque, la lumière s'allume, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent, hier j'ai appris, dans ce contexte-là, je suis en sécurité. Par contre, si vous les mettez dans la pièce, dans le contexte dans lequel ils ont été choqués, on voit qu'il y a une fear response très nette. Ça veut dire très clairement que nous avons une mémoire implicite qui décide en fonction du contexte si nous avons peur ou pas peur. Et ça sert à notre survie parce que c'est toujours, bien sûr, la plus adéquatement possible. Maintenant, quand vous faites ça chez des personnes traumatisées, qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir que les deux groupes PTSD et normaux, ils vont désapprendre la peur. Ils en vont apprendre la peur normalement, les deux groupes. Ça, c'est pendant conditioning training, ce qu'on n'a pas montré ici. Mais pendant extinction learning, ils vont être dans la salle où il y a la lampe, mais il n'y a pas le choc. Les deux groupes vont apprendre à ne pas avoir peur. Il n'y a pas de différence significative. L'apprentissage est correct chez les personnes PTSD. Le grand problème est quand ils reviennent le lendemain et on fait la même chose, on leur présente à nouveau le contexte dans lequel ils ont appris à avoir été peur, ils ont appris ça le jour la veille, les PTSD patients réagissent comme s'ils n'avaient rien appris. Ils n'arrivent pas à tenir compte de l'information du contexte. Indépendamment du contexte dans lequel ils ont toujours la peur. C'est super important parce que ça explique en principe la pathologie chez ces gens-là, cette hypervigilance, cette manière de surréagir à toutes sortes de stimuli, parce que leur mémoire implicite est affectée de manière très profonde. Et moi, j'ai pu faire une étude quand j'étais à Boston, il y a 10 ans, et qu'on a pu trouver qu'il y a deux zones distinctes du cortex préfrontal qui sont responsables de cette dysrégulation. C'est le DACC, le cortex antérieur singulaire, qui est trop actif, et le cortex vidéomédial antérieur, qui est trop peu actif. Et ça, c'est un déséquilibre acquis. On n'est pas né comme ça, on le devient. Et phénoménologiquement, ce déséquilibre, ça se traduit par, ça se disent les patients très régulièrement, je ne me sens jamais en sécurité. C'est ça le problème. Et c'est pour ça ces personnes prennent aussi des substances pour se calmer. Donc ça, c'est le déficit de contextualisation, on peut dire, est le mécanisme pathophysiologique le plus important des PTSD. Parce que c'est la preuve aussi de ce qu'on appelle le passé du trauma n'est pas encore terminé. L'organisme reste figé dans l'expérience de la maltraitance, même si le contexte du moment a complètement changé. C'est ça le problème de nos patients. Et maintenant, heureusement, quand vous donnez à ces personnes des psychédéliques, vous allez heureusement trouver là c'est le VMPFC ici, ça.
je vous mentionne avant, et ça c'est l'autre zone de DACC. Et quand vous donnez du MDMA, du psilocybine ou de l'ayahuasca, la communication de ces centres avec d'autres centres du cerveau est profondément modifiée et ça permet un nouveau flux d'informations qui amène à recontextualiser l'expérience. Pour moi, l'expérience psychédélique et phénoménologiquement n'est rien d'autre qu'une recontextualisation. Nous sommes allés en contact avec ce qu'il a maintenant et peut-être nous allons découvrir la beauté et nous allons sortir de notre prison de dépression et de tristesse et de culpabilité, où nous voyons la beauté qu'il a, ou alors au contraire, nous croyons que nous vivons une vie belle, nous avons nous raconter une belle histoire sur qui nous sommes, notre ego est bien rempli, et nous prenons un psychédélique, et baf, il s'avère que ce n'est pas vrai. Le contexte nous dit autre chose. C'est ça, pour moi, phénoménologiquement, l'expérience psychédélique. Donc, recontextualisation est un épée double tranchant. Quand nous sommes allés en contact avec le moment ici et présent, ça peut être pas seulement par les substances, mais c'est de la méditation aussi, la kétamine, plein de méthodes aussi d'aller dans un état de transe, d'état de conscience modifié pour aller en contact avec qu'est-ce qu'il a maintenant. Ça peut être un double tranchant parce que nous pouvons d'un côté réaliser, comme je dis, j'appelle ça la guerre est finie. Je ne suis plus dans une situation de maltraitance, mes abuseurs sont morts, je suis en sécurité, je peux profiter de ma vie, la vie est belle. Blissful trip, ça c'est un trip agréable, océanique. Je suis libéré des démons du passé. Par contre, comme j'ai dit, cette recontextualisation peut aussi vous mettre devant les évidences qu'il y a là maintenant, dans le présent actuel, des choses pas correctes. Par exemple, j'ai une douleur quand même quelque part que je ne peux pas ignorer, ça fait mal. Je suis dans une relation que j'approuve officiellement, mais sur le fond, c'est insupportable. J'accepte des choses dans mon contexte professionnel qui sont inacceptables, etc. La fête est terminée, c'est un road trip. Ça, c'est normal, il faut pouvoir l'accompagner. Et maintenant, j'arrive sur les dernières minutes qui me restent, dernier quart d'heure, c'est vraiment de vous présenter la Bewusstseinskultur, qui est la suite du projet philosophique de la Aufklärung. Et j'ai eu la chance de faire connaissance de cette manière de penser à Berlin, dans les congrès et les formations de la Mind Foundation, et surtout, on connaît connaissance de cet homme-là, Thomas Metzinger. Et je vais vous raconter un peu de ses prises de position. Donc la Bewusstseinskultur, ça correspond à réaliser de ce qui est, avec notamment une technique de pleine conscience, méditation, de juste s'asseoir et de réaliser qu'est-ce qu'il a, sans les dogmes. Ça, c'est la phénoménologie. Enlever les dogmes, les narratifs qui nous empêchent de voir les choses comme elles sont. Et pour ce faire, il est aussi permis d'utiliser des états de conscience modifiés. C'est vraiment, ça fait partie de la Bewusstseinskultur aussi de dire, d'explorer la réalité comme elle est, notre conscience, ça induit aussi d'aller dans des états de conscience modifiés pour peut-être avoir un autre regard sur notre réalité. Et Metzinger parle de la psychedelic unculturation, c'est vraiment l'idée d'offrir à la société de manière structurée et sécure des possibilités de faire des explorations de leur conscience pour un peu amener d'autres regards sur leur vie, dans des contextes contrôlés et fructifiés pour que ça se passe dans la meilleure manière possible. Donc lui, il appelle ça, c'est vraiment la psychedelic enculturation. Comment faire entrer ce genre de manière de faire dans la culture générale. Et une chose très importante, c'est vraiment stimuler le raisonnement logique dans la population. Apprendre aux élèves, aux gens, de vraiment avoir un regard critique sur le monde, sur les informations, sur les argumentations qu'on entend. Et pour ça, il y a deux principes qu'il présente, c'est l'honnêteté intellectuelle et au niveau écologique, c'est l'empreinte phénoménologique minimale négative que je vais vous présenter. Mais ça, encore comme résumé de la Bewusstseinskultur, maintenant je vais lire ces phrases parce qu'elles sont vraiment importantes. Donc, cette
le développement d'une cure de la conscience n'a rien à voir avec un établissement d'une religion, d'un programme politique particulier. On ne peut pas ordonner la Bewusstseinskultur, parce que la Bewusstseinskultur, ça veut dire que chaque être humain est son propre maître à la développer lui-même ou elle-même. Ça vient de la source, ça vient de chacun. Au contraire, une véritable culture de la conscience sera toujours subversive en encourageant les individus à prendre la responsabilité de leur propre vie. Il s'agit de ça, de faire comprendre aux gens que vous êtes responsable de votre vie, de ce qui vous concerne en tant qu'individu et en tant que collectif. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière un dogme ou derrière un narratif. Maintenant, on revient à l'Aufklärung. L'absence actuelle d'une véritable culture de la conscience est l'expression sociale du fait que le projet philosophique des Lumières s'est enlisé. Ce n'est pas la foi qui nous manque, mais la connaissance. Donc ça, c'est vraiment le postulat qu'on est en quelque sorte dans une ère dans laquelle on croit être très scientifique, mais sur le fond, on pratique une sorte de pseudologique, une pseudo-science qui n'est pas réellement à la hauteur des choses qu'on essaie de comprendre. Et qu'il s'agit d'avoir une nouvelle méthodologie scientifique pour englober toutes les choses qu'on souhaite faire avancer. Donc ce qui nous manque, ce n'est pas la métaphysique, mais la rationalité critique, pas de grande vision théorique, mais un nouveau sens pratique dans la manière dont nous utilisons nos cerveaux. Il s'agit de vraiment nous instruire comment utiliser notre corps et notre cerveau dans notre quête épistémologique. La question cruciale est de savoir comment utiliser les progrès des sciences empiriques de l'esprit afin d'accroître l'autonomie de l'individu et de le protéger contre les possibilités croissantes de manipulation. Je pense que c'est vraiment le grand danger de notre temps avec les nouvelles technologies, mais aussi avec les psychédéliques, que nous pouvons induire en déception, en erreur. Ça fait partie de notre culture en ce moment, avec les tromperies tout azimut dans les médias, dans les jeux, dans les contrôles, qu'il y a toujours le danger qu'on doit se protéger contre la manipulation, en quelque sorte. Et chacun a mené à développer un sens critique par rapport à ça. Honnêteté intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en principe, tout simplement, tu n'utiliseras pas ton intellect d'une manière à servir avant tout tes besoins égocentriques. Ton intellect doit servir à la compréhension plus générale. Un exemple, on peut par exemple expliquer les maladies psychiques d'une manière suivante. Les maladies psychiques sont l'expression d'un déséquilibre neurochimique, sérotonine par exemple, sont l'expression d'un problème de la l'épigénétique ou de la génétique, c'est les gènes qui expliquent pourquoi les gens sont déprimés. Et au final, la personne qui est dépressive, elle est trop faible par rapport à gérer la vie de tous les jours normale. Ça, c'est des hypothèses qu'on entend souvent, tout azimut, pour expliquer qu'est-ce que c'est la maladie psychique. Mais on pourrait aussi dire, il s'agit peut-être d'une perte de connexion avec soi et avec le monde. Ça explique peut-être aussi assez bien la dépression. Donc c'est tous des photos qu'on met sur la chose qu'on veut comprendre, des angles de vue différents, et toutes ces photos sont justes. Mais après, c'est la question à qui ça sert. Pourquoi nous mettons en avant ça ou ça intellectuellement ? Quel est l'avantage de dire ça au lieu de dire ça ? Quelle sera la conséquence de dire ça, c'est peut-être plus important que ça ? La réponse est quand on dit ça, ça nous déculpabilise de notre responsabilité en tant que société, parce que c'est juste un problème neurochimique de la personne qui est malade, alors qu'en nous disant ça, ça va remettre la responsabilité sur nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre société pour qu'une personne, autant de personnes sont déconnectées ? Ça, c'est un exemple, parce que ça amène la question de la responsabilité. Un autre exemple, c'est juste assez banal, c'est quelque chose que je me suis souvent dit à moi-même. Je suis à l'œuvre dans une mission importante, c'est pourquoi je fais le tour du monde en avion. Oui. Et après, on doit enlever le dogme et le narratif, et on arrive à quoi ? On doit enlever les dogmes dans la phénoménologie, on doit enlever le narratif qui explique les choses, on doit juste voir la chose elle-même. Je prends l'avion. Et c'est ça, sur ça, on doit assumer la responsabilité.
pas sur ça. On ne doit pas expliquer pourquoi on est important, mais on doit expliquer pourquoi je prends l'avion. Et c'est ça l'honnêteté intellectuelle. Et c'est pour ça un exercice difficile, parce que ça mène toujours à la conclusion, au final. Pardon. Le problème, c'est moi. Ce n'est pas les autres. Quand il y a un problème qui est important, c'est toujours moi à la base du problème. Et ça, c'est un exercice intellectuel difficile qui est en effet souvent évité parce que ça, bien sûr, ça nous stresse de reconnaître ça. Maintenant, rapidement, la phénoménologie ne s'arrête pas avec la science humaine et l'être humain, mais c'est aussi une science écologique, parce qu'il s'agit aussi de reconnaître qu'on n'est pas les seuls êtres vivants à évoluer sur Terre. Donc les phénoménologues ont reconnu ça en disant que l'écologie et la phénoménologie ont en commun de se focaliser sur la relation entre l'homme et l'environnement, et de ce focus résulte une pratique de vie renouvelée. Donc ça donne un postulat, on doit repenser notre manière de vivre écologiquement sur Terre. Et j'aime beaucoup cette phrase du français Maurice Merleau-Ponty, « Si ma conscience a un corps, pourquoi les autres corps n'auraient-ils pas de conscience ?» Donc ça a des implications très importantes de reconnaître ça. Les autres corps ont aussi une conscience, bien sûr. Et ça m'amène maintenant à l'empreinte phénoménologique minimale négative. Ça, c'est un postulat de Metzinger. Ça se réfère au phenomenal self-model, le modèle phénoménal de soi. C'est chacun de vous ici a un PSM. Chaque PSM construit sa réalité, son monde, et les animaux font ça aussi, d'une autre manière que nous. Donc, Metzinger, il postule que le but de notre vie sur Terre, en communauté, ça devrait être de réduire au minimum l'empreinte phénoménologique de tout être sur Terre. Ça veut dire, cela signifie que l'apparition d'un état de conscience à l'intérieur d'un PSM, qu'il s'agisse de mon PSM ou de celui d'une autre personne, d'un animal ou toute autre forme d'être conscient, devrait être réduit au minimum chaque fois qu'il est associé à la souffrance. Ça a l'air compliqué, mais sur la base, c'est très simple. La souffrance est définie ici comme un état de conscience qu'un PSM ne voudrait pas vivre s'il avait la possibilité d'exprimer une telle préférence. Les animaux et les enfants n'ont pas la possibilité d'exprimer leur préférence par rapport à ça. Ils subissent. Ça veut dire, en principe, le PSM, le MNPF n'est rien d'autre qu'une version écologique adaptée à notre temps de l'impératif catégorique d'Immanuel Kant, agit de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. D'accord. Et je pense que je suis un peu déjà à la fin de ma présentation. Je vais m'arrêter avec ça. Je vous remercie pour votre attention. Je suis encore là pour quelques questions. Merci beaucoup, très très inspirant, très beau. Du coup, dans quelques slides avant, il y avait la différence entre la responsabilité qu'on porte sur nous-mêmes par rapport à notre propre empreinte, disons, sur le monde et aussi sur la souffrance. Et puis, tu avais nommé aussi dans la même slide le fait qu'il y a quand même une responsabilité sociétale de rendre les individus en fait un peu sous l'emprise d'une causation de souffrance qui ne serait pas eux-mêmes à causer. Je ne comprends pas. Ouais, non, du coup, est-ce que... Si tu peux revenir à la slide avant, pardon. Ouais. C'était encore avant. Ouais, ici. Parce que tu vois, à la fin, tu disais, les problèmes, c'est moi. Mais en même temps, dans cette même slide, on parlait de... Ou avant, c'était la question de la société qui donne quand même cette responsabilité sur l'individu, alors que des fois, c'est un peu trop dur pour l'individu lui-même de prendre des responsabilités qui sont des problématiques sociétales, du coup.
Oui, mais je pense que dans notre discours public, on dit souvent que l'individu doit être responsable du dysfonctionnement de la société, hein, ce qui est vrai, chacun est responsable de sa propre vie, mais il y a aussi une responsabilité du collectif par rapport à les questions du collectif. Et là, on constate aussi, parce que la Bewusstseinskultur est aussi applicable aux entités collectives, aux institutions, aux universités, aux gouvernements, aux entreprises, qui devrait aussi agir selon les mêmes principes, hein. Et là, on constate un évitement vis-à-vis de la nécessité d'assumer la responsabilité dans les collectivités et aussi chez l'individu. Donc la Bewusstseinskultur n'est pas seulement applicable pour l'individu, mais aussi pour les entités collectives. Sinon, on aura plus tard ce soir l'occasion d'en parler, mais je propose qu'on prenne la pause.